Salut à tous, on est à Dijon sur le circuit de Dijon-Prenois et on vient de vivre un grand week-end de sport auto avec des catégories géniales à suivre. Et je suis aujourd'hui avec le champion du championnat de France F4 2025. Il a 16 ans et il s'appelle Alexandre Munoz. Comment ça va, Alex? Ça va super et toi? Ouais, super. Donc on se retrouve pour passer un peu de temps ensemble. Quelques questions que j'ai à te poser pour te connaître un peu mieux, que nos fans et les gens qui nous suivent te connaissent mieux. Et puis on va faire aussi des petits jeux parce qu'on est là quand même pour s'amuser. Donc on commence tout de suite avec le premier jeu. Le premier jeu, c'est Si tu étais. Ok. Donc je vais te poser pas mal de questions. Ok. Et à toi de me répondre du tac au tac sur ces questions. Alors, on commence. Première question. Si tu étais un animal, tu serais lequel? Un tigre. Ok. Un tigre, je pense. Ah, déjà pour l'expression, et après, c'est un animal impressionnant. Donc, ouais, un tigre, je pense. Ok. Si tu étais un chiffre? Le 11. Ok, c'est ton numéro de course, j'imagine? C'était mon numéro de course en F4. Ouais, c'est ça. J'ai pas pu le prendre en freak cette année, mais c'est un peu mon chiffre porte-bonheur maintenant. Ok. Et puis, c'est comme Guillaume l'avait dit, c'est le double as. Et du coup, ça m'est resté en tête un peu. Donc, ouais, numéro porte-bonheur maintenant. Ok. Si tu étais un circuit? Ça, c'est compliqué. Je pense Spa. C'est emblématique, c'est mythique. Ok. Donc ouais, je pense pas. Avec Ok. le Rédillon surtout, c'est quand même impressionnant. C'est un circuit que tu apprécies, toi, du côté pilote aussi? Du côté pilote, et puis surtout, c'est, je pense, un des circuits. Bon, j'ai jamais roulé sur des circuits très impressionnants comme le Nürburgring. Je pense que c'est quand même un circuit assez impressionnant. Mais les premiers tours à Spa, on se dit à chaque fois, waouh, c'est génial. Le Rédillon, la première fois qu'on le passe, c'est super impressionnant. Et ça met vraiment une claque en tant que pilote. Ouais, le premier tour à Spa, moi je m'en souviens à l'époque, en vrai j'avais de l'émotion. C'était trop bizarre, mais ça fait quelque chose. Ouais. On a l'impression d'être écrasé la première fois qu'on passe dans le Rédillon, c'est super. Ok, beau choix, ce circuit de Spa. Si tu étais un championnat de sport auto, tu serais quoi? C'est compliqué. Je pense en tant que pilote de monoplace, je ferais la Formule 1. C'est le summum et le Graal de la monoplace. Mais ouais, la Formule 1. Ok, parce que tu parlais du Nürburgring notamment. Ouais, bah après le truc, il y a les 24 heures du Nürburgring. Il y a beaucoup de spectacles dans les courses de GT, dans le WEC. Mais en tant que pilote jeune en monoplace, on vise la F1 dans un premier temps. Donc ouais, je pense la F1. Ok. Alors, si tu étais une météo, tu serais quoi? Pour les tours qualifs, j'ai envie de dire le sec, parce que c'est là où on a le plus de sensations, où on peut le plus pousser. Mais pour les courses, la pluie, c'est super intéressant. À chaque fois, on n'y voit rien dans les voitures, mais justement, faut aller à la limite. Et ça permet de tirer un peu son épingle du jeu sous la pluie. Donc ouais, je dirais la pluie. Ok. T'as déjà roulé de nuit ou pas encore? J'ai jamais roulé de nuit, c'est pour ça. J'aimerais bien faire ça. Bon, c'est pas une météo, mais... Ouais, mais ça, je pense que c'est intéressant en tant que pilote, surtout en endurance, quand on doit gérer le trafic et tout de nuit. En plus de la pluie, la nuit, c'est quand même intéressant, je pense. Ok. Alors, si tu étais maintenant un bruit de moteur? Ouf. C'est compliqué. Je pense actuellement le V12 Aston en WEC. Je pense que celui-là, c'est le bruit le plus emblématique quand on regarde le WEC maintenant. Bah ouais, c'est un des derniers V12 dans les grosses compétitions. Après, c'est compliqué de dire un seul bruit. Moi, je suis assez d'accord avec toi, en tout cas, sur ce choix. Je pense que c'est... Il est plutôt cool. Ok. Alors, si tu étais un repas avant une course? Avant une course précise. Parce que mon envie me donne envie de dire de la viande, des burgers, je sais pas quoi. Voilà, mais... Non, pâte au poulet. Je pense qu'avec un peu de crème, du fromage, c'est le repas classique. Ah, de la crème quand même? Ouais, parce que ça glisse tout seul. Alors que pâte sèche avec du poulet, c'est un peu sec en fin de course. Dans la crème, ça permet ça t'alourdit un peu pour la course? Non, ça va, mais crème légère. Tranquillement. Ok, crème légère. Et après un bon échauffement avant de remonter dans la voiture, et ça va. C'est parti, ok. Ça marche. Si tu étais une victoire dans l'histoire du sport auto? Là, on appelle à ta mémoire, à tes archives personnelles. Enfin, pas que personnelles d'ailleurs, ça peut être tout type de victoire. Si t'en as une qui t'a marqué quand t'étais spectateur ou une des tiennes, c'est peut-être une des tiennes.
Bon, pour moi, en F4, les victoires, elles sont pas forcément super impressionnantes. C'est souvent qu'on part devant. Donc voilà, c'est pas super impressionnant. Après, récemment, je pense que c'est Max au Brésil, quand il part dans les derniers et qui remonte et qui gagne. Après, une qui m'a vraiment impressionné, moi je dirais Max au Brésil. Je pense que récemment, c'est la course qui m'a donné le plus de frissons et qui m'a le plus impressionné, quoi. Ok, cool. Et dernière question de ce premier jeu. Si tu étais un concurrent sur la grille? Bon, je pense que c'est facile, je vais me répéter, mais Max, tout le monde le craint. Ouais. C'est le pilote à battre, donc ouais, je pense Max Verstappen. Ok. Ouais, on le voit, il est très fort dans tout ce qu'il fait, dès qu'il a un volant entre les mains. C'est clair, ok. Et bah, c'était la fin de ce premier jeu. On va passer plutôt sur des questions un peu plus traditionnelles. Et on va commencer par une première section pour mieux te connaître. Et surtout connaître d'où te vient cette passion du sport auto, comment t'es arrivé. Donc c'est la section les origines. Ok. Alors, t'as commencé le karting en 2021, c'est bien ça? En compétition en 2021. En compète, ouais. T'avais roulé déjà un peu avant? En 2020, ouais, en loisir, location et en ok. loisir. Et Ok. après 2021, mes premières compétitions en ligue. Et ça a été quoi justement ce déclic que t'as eu pour, alors déjà te lancer en loisir et puis après passer le pas de la compétition? Le loisir, ça a été mon père qui avait fait des endurances de location avec son entreprise. Ok. Il n'était pas du tout pilote en sport automobile, donc ça m'est venu un peu comme ça. Et voilà, faire du loisir un peu à l'école de location à Muret, ça m'a donné déjà la passion un peu des trajectoires, de la discipline, quand on roule, etc. Ok. Et après, passer le step en compétition, c'est surtout parce que ça allait vite en loisir. Et que les moniteurs ont un peu poussé mon père pour me mettre en compétition. Et après, ainsi de suite, avec les résultats, j'ai gravi les échelons. Ok. Mais ça a été principalement grâce au rythme, aux résultats que j'ai effectués. Ok. Et t'avais pas commencé avec des jeux vidéo, du sim ou des choses comme ça? Parce que bon, maintenant, il y en a beaucoup aussi qui découvrent le sport comme ça. Ouais, après, j'en faisais. Ok. J'avais un simulateur, mais je crois que c'était juste avant que je commence vraiment le kart. Mais ça m'a jamais poussé à me dire « Ah ben tiens, j'ai envie de faire ça ». Parce que j'avais toujours l'image que c'était un jeu vidéo. Oui. Et mon père, il aimait bien jouer aussi à ces jeux, donc il m'a un peu transmis ce plaisir. Ok. Mais c'est pas le simulateur en lui-même qui m'a dit « Ah ben j'ai envie de faire ça ». Et c'est plus faire du kart et à rouler de plus en plus à haut niveau. Et après la Formule 4 et la Freak maintenant. Ok. Alors, toi, tu es de l'Ariège, c'est ça? C'est ça. Ok. Et bon, du coup, c'est... Alors, je sais pas s'il y a d'autres pilotes d'ailleurs qui sont allés en Non, je F1 pense ou pas. dans les hautes catégories. Ouais, c'est pas vraiment un berceau Non. du sport auto. Et du coup, est-ce que, comment finalement tu t'es retrouvé là-dedans? Bon, t'en as parlé, c'était avec ton père, mais est-ce qu'il y a, je sais pas, le circuit dans lequel tu as roulé, est-ce que c'est eux aussi qui t'ont aidé à te lancer? Enfin, comment ça s'est passé justement, cette partie du loisir à la compète? Est-ce que tu as été accompagné par des gens sur place, par une équipe En fait, mon père faisait beaucoup de courses, faisait quand même pas mal de courses à Lavelanet en karting de location avec son entreprise, du coup. Il était en contact avec le boss de l'équipe et le boss du circuit. Et Ok. en fait, le moment où les gens de Muret nous ont dit il faut passer en compétition, on est allé les voir ce qu'ils pouvaient nous proposer parce que c'est quand même un milieu qui coûte déjà assez cher, mine de rien. Ouais. Rien que les premières étapes en kart, pour acheter un premier karting, que ce soit d'occasion ou neuf, pour être dans de bonnes conditions, il faut mettre 5 000 € environ pour les catégories enfants, quoi. Bah oui. Donc, c'est déjà des gros c'est budgets, c'est déjà des gros budgets. J'ai eu la chance d'être accompagné très tôt par mon tonton qui m'a financé mes premiers cadres, mes premiers trains de pneus, Ok. etc. Mais grosso modo, j'ai tout fait un peu avec le club de Lavelanet, le KCPOM. Je suis toujours membre de ce club. Ok. Ils m'ont accompagné dès mes premiers tours de roue en karting de compétition jusqu'à mes derniers tours de roue et mes tours de roue que je fais un peu c'est l'hiver. Ok. Jusqu'à maintenant, grosso modo. Et ils continuent de m'aider pour que ce soit pour essayer de trouver aussi des partenaires. Moi, je continue de donner un petit coup de main pour les jeunes qui arrivent du club. Ok. Donc voilà, ils m'ont. Maintenant, c'est un peu rendre l'appareil pour tout l'accompagnement qu'ils m'ont donné dans mes années en kart. Mais du coup, c'est grâce à ce club que j'ai un Ok. peu évolué en kart, quoi.
C'est cool, c'est une belle histoire. Ouais, c'est chouette, ok. Et est-ce que justement sur ces premiers moments, ces premières courses que tu as pu faire soit en loisir ou au tout début en compète, est-ce que tu as un souvenir marquant, alors que ce soit une victoire ou même ça peut être une anecdote, tu vois, autre de ces premiers temps de découverte du sport auto? Je pense déjà c'est les premiers tours de roue dans un karting de compétition. On roule avec des pneus qui ont beaucoup de grippe. Donc honnêtement c'est les sensations de vitesse d'abord qui nous marquent en passant de la location aux cartes de compète. Okay. Ça va beaucoup plus vite honnêtement, rien que les premiers cartes enfants, il y a environ 10 chevaux, mais par contre c'est un quart de moins de 100 kg, donc il y a de bonnes sensations au volant. Et après, c'est la performance au bout d'un moment. Donc, je dirais à la fin de ma première année, quand je commençais à faire des meilleurs tours dans le championnat du Sud. Et après, je pense que l'événement qui a marqué un peu ma progression, c'était à ma deuxième année de kart, quand j'ai gagné une manche du championnat du Sud en fin d'année, à Ganges. Et ça a un peu marqué le début de mes résultats. Et après, je suis passé au championnat de France junior karting. Mais voilà, j'ai toujours été bien entouré, j'ai bien progressé dans mes premières années grâce à du coup, l'équipe donc SMF, c'était l'équipe de Lavelanet, grâce à Bernard Marty qui s'est beaucoup occupé de moi. Et maintenant, j'en suis là où j'en suis, quoi. Ok, et justement, c'était top que tu repartages tous ces moments. Et on va parler justement de cette fameuse saison 2025, la deuxième année du coup de F4 et de ton titre. J'imagine que pour toi, voilà, tu as 16 ans, tu es encore jeune, avoir un titre de champion de France, c'est quand même quelque chose déjà d'assez important dans une carrière. Comment finalement, qu'est-ce que ça t'a fait? J'imagine évidemment beaucoup de bonheur, mais au-delà de ça, tu parlais de tes origines justement, j'imagine que ça t'a aussi apporté beaucoup d'autres sentiments et émotions, quoi. Beaucoup, j'étais honnêtement très impressionné et pas vraiment de réalisation. Quand on regarde les pilotes passés, les pilotes champions, c'est des pilotes qui ont fait à chaque fois des gros résultats en karting, qui ont fait souvent de l'international. Et honnêtement, c'est pas que je me trouvais pas légitime, mais quand j'ai commencé le kart, je regardais toutes les courses et je regardais tous les champions. Ça veut dire qu'à chaque fois que je voyais les noms des pilotes de devant en F4, je les avais vus à chaque fois dans les grandes courses en France, devant ou alors à l'international. Et se dire que j'ai fait comme eux et j'ai été champion, c'était juste exceptionnel et très impressionnant. Voilà, c'est un peu la concrétisation d'années de travail et surtout d'une année très compliquée. Il y a eu des hauts en début de saison, mais des bas, et il fallait rebondir parce que si je gagnais pas, ça s'arrêtait. Donc honnêtement, un grand sentiment de soulagement, mais surtout après la saison, beaucoup de fierté pour aussi partager tous ces moments avec ma famille. Ça a été un peu gâché avec la dernière course à Macao qui s'est pas super bien passée, mais voilà, quand on revient sur cette année, on se dit que ce qu'on a accompli, c'est juste exceptionnel. Et je suis super fier de ce qu'on a fait l'année dernière et en espérant aller gagner des championnats encore plus relevés avec encore plus de prestige. Tu peux l'être en tout cas, tu peux être très fier de toi, donc bravo. Et d'ailleurs, ça me rappelle au moment justement, j'étais dans les tribunes au moment où tu as franchi la ligne là, et que tu as eu le titre et je voyais tes parents au loin et leur émotion était belle à voir et ça m'a touché aussi, c'était très chouette. Est-ce que justement là tu parlais des moments aussi un peu compliqués, on passe tous par là, une saison, c'est comme tu dis, il y a toujours des hauts et des bas. Ça a été quoi pour toi le plus gros moment de doute ou le moment le plus compliqué de l'année dernière? Je vais donner une tranche, je pense, c'est de Spa course 3 à Lédenon course 1, jusqu'après la course 1. Beaucoup de choses qui n'allaient pas dans mon sens. Honnêtement, le rythme il a toujours été fort. Il y a eu des aléas. Donc à Spa, pas d'aspi sur mon tour, même si ça allait super vite dans les virages. Il me manquait de l'aspi, donc jamais j'ai réussi à concrétiser, à faire des victoires comme j'avais fait en première partie de saison. Il y a eu l'accrochage, donc je perds une vingtaine de points. Magny-Cours, j'ai un problème technique en qualif, donc ça ne me permet pas de me battre aux avant-postes tout le week-end. Et puis surtout de partir dans les premières lignes comme j'avais fait sur toute la première partie de saison. Et voilà, pour ne pas prendre trop de risques, on fait des résultats ok dans les courses, mais jamais une victoire ou quoi. Et les deux noms, en plus je me refais accrocher en course 1. Donc voilà, beaucoup de doutes sur cette période. Et surtout, après la course 1, je me souviens, on m'avait dit
en gros, si je gagne pas le titre, c'est là que ça se finit, en monoplace du moins. Ça pouvait continuer en GT ou quoi, mais en monoplace, pour que je sois dans de bonnes conditions du moins, ça allait être très compliqué pour évoluer sans le titre. Donc tous ces moments, c'est très compliqué. Quand on voit passer son avance de presque une soixantaine de points à 3 points à les deux noms, on a quand même une perte de confiance sur le moment même. Et après, justement, il faut savoir se remobiliser. Et en plus, quand les résultats ils reviennent, là, c'est juste la libération. Et quand il y a le titre en plus, en prime, c'est juste exceptionnel, quoi. Ok. Ouais, écoute, ça a dû être dur, mais tu as été solide et puis tu as réussi à rebondir. Et c'est aussi la force des grands champions. Donc, je pense qu'en en fait, à les non, à partir du moment où on m'a dit que voilà, il fallait le titre ou rien, j'ai eu une grande réflexion avec moi-même à me dire pourquoi tu es là, où est-ce que tu étais il y a 2-3 ans. Et voilà, donc au bout d'un moment, j'étais là pour moi, ce que j'avais fait en début de saison. Et ce que j'avais fait depuis le début de l'année, à travailler, à faire du sport, la prépa mentale, je l'ai pas fait pour rien. Et je l'ai fait pour moi, pour réussir. Et je pense qu'après la course 1 aller 2 non, je fais mes meilleures courses de la saison. Ça se voit pas par le résultat parce que j'ai pas les victoires. Mais sur la piste, j'ai fait des belles courses. Et honnêtement, j'ai bien rebondi après les moments compliqués qu'il y avait eu de ce milieu de saison, quoi. Ok, justement, donc tu as eu Enzo Peugeot comme coach, comme mentor. Est-ce qu'il y a quelque chose ou une action qui t'a marqué de votre travail l'année dernière ensemble et qui a permis de faire soit un déclic ou qui t'a fait un peu changer des choses ou évoluer? J'avais beaucoup évolué techniquement avec Malo. Je suis arrivé au test à Nogaro, j'étais déjà très confiant avec la voiture, j'arrivais à la pousser à ses limites comparé à la saison d'avant. Et mon rythme était quand même très solide, mais par contre Enzo, sur le plan mental surtout, il m'a vraiment aidé, il a apporté beaucoup de positif. Et il trouvait toujours les mots quand justement, je me souviens à Manicourt, après la journée du jeudi, on n'a jamais vraiment beaucoup de confiance. Il y a eu des petits aléas. Et voilà, même après la qualif, il a toujours su me dire ce qu'il fallait, ce que je devais entendre. Il a toujours su me remettre dans un mindset de guerrier. Et puis surtout, il y a quelque chose qui, je l'ai dit dans un documentaire avec Auto Hebdo. Il y a quelque chose qui m'a dit que je garde en tête sur tous mes courses et sur, je pense, mes prochaines années, c'est pas de regret. Et ça, c'est quelque chose quand même qui définit bien ma situation. J'ai pas le droit à l'erreur. Par contre, je suis là pour moi, je suis là pour prendre du plaisir. Et à tous les coups, ça s'arrête. Ça veut dire que je veux pas me dire j'aurais dû faire ça autrement. Il faut se donner à 100% sur le moment même. Et ouais, cette phrase de pas de regret, je pense qu'elle définit toutes mes envies en sport auto. Ok. Écoute, donc l'année dernière, vous étiez 30 pilotes sur la grille. Est-ce qu'il y en avait un ou une que tu redoutais particulièrement avant le début de saison, avant de voir les premiers tests, avant de connaître le niveau global du championnat? Est-ce qu'il y en avait un que tu disais, lui, ça va être un ou une adversaire? Honnêtement, j'ai pas eu un pilote qui m'a vraiment marqué. Il y a eu la bataille avec Jules tout au long de la saison, mais en début de saison, je me souviens, j'avais une discussion avec mon père quand on regardait l'entrée liste. Et c'est pas vraiment un pilote, mais on s'est dit, donc on a fait un peu l'avancée, on s'est dit il y a 12 ou 13 pilotes qui ont le potentiel de jouer couramment devant et aller chercher des victoires. Après, il y a eu les courses, forcément, il faut que tout s'aligne pour aller chercher des victoires. Mais je pense qu'on l'a vu au test en début de saison où on est 14 ou 15 pilotes en 4 dixièmes. Et ça, pour un début de saison, c'est extrêmement serré. Ça prouve la densité de la grille. Et honnêtement, il n'y a pas eu un pilote vraiment qui m'a marqué avant la saison. Mais c'est plus, dès qu'on a passé les 2 premiers tirs, on s'est dit, d'accord, on sait qu'avec Jules, ça va être l'adversaire. Et ça l'a été jusqu'à la fin de la saison, quoi. Ok. Ouais, effectivement, c'est vrai que l'année dernière, gros niveau, très dense. Ouais. Et beaucoup de pilotes différents aux avant-postes tout au long de la saison. Ok. Bon, merci pour toute cette partie sur ton championnat 2025. C'était génial d'en savoir plus et de connaître toutes ces petites anecdotes, ces petits détails. On va passer au deuxième jeu qui s'appelle « Ce que personne ne sait sur moi ». Donc il va falloir que tu nous donnes 2 vérités et un mensonge.
Il va falloir que je devine, mais pas seulement moi, enfin que je devine quel est le mensonge, mais pas seulement moi, puisque vous aussi, les gens qui nous regardez, vous allez pouvoir écrire en commentaire quel est selon vous le mensonge que nous a donné Alex, et puis ensuite on vous donnera la réponse dans les commentaires un peu plus tard après la diffusion de la vidéo. Donc Alex, je te laisse nous donner 2 vérités et un mensonge, évidemment dans l'ordre que tu veux, et puis après je vais essayer de deviner. Je vais dire que j'ai fait plus de 10 ans de basket. Ok. J'ai loupé mon oral de 3e parce que je devais aller à Spa-Francorchamps. Et j'ai été confondu avec Lando Norris à la remise des prix FIA. Ok. Alors pour peut-être donner du contexte pour le basket, tu t'étais à quel poste ou tu... J'étais ailier, Ok. grosso modo. Ouais, moi je pense que c'est ça le mensonge. Je pense que c'est le basket. 10 ans de basket? Plus de 10 ans. Ouais. Ok. Maintenant, on va voir si les gens en commentaire ils vont deviner. À vous maintenant sur le basket, l'oral de français ou Lando Norris. À vous de nous dire ce que vous pensez être le mensonge d'Alex. Ok, on verra les réponses dans les commentaires et puis on vous donnera la vraie réponse. Ou peut-être que toi on fera une petite vidéo où tu nous diras la vraie réponse. Ok. Alors, on passe à la 3e partie sur ta vie de pilote aujourd'hui. Comment ça se passe? Comment tu vis ça justement? Donc toi, tu vis encore au Mans, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Parce que du coup, tu avais le lycée, c'est ça? Je suis à l'école à la FFSA Academy, au Pôle France. Et on travaille via le CNED, mais c'est des professeurs des lycées, des différents lycées du Mans qui viennent nous faire cours en présentiel. Ok. Donc c'est du cours particulier en gros. Et après, là je suis en première, je vais passer le bac de français et de maths. Donc compliqué d'allier le sport auto et les cours, mais ça a toujours été le deal avec mes parents. Donc c'est très important les cours forcément. Même le sport auto, ça devient tellement de plus en plus difficile que si on finit à être dans des grandes catégories, il faut avoir la tête bien en place pour le développement, bien comprendre aussi la mécanique d'une voiture. Donc toujours très important d'avoir un bon niveau à l'école. Ok, donc ça va, toi, ça se gère plutôt bien, c'est assez fluide, tout peut être aménagé, ça se fait bien. Ouais, c'est bien plus facile en étant au Pôle France d'allier les deux. C'est pour ça qu'après ma première année de F4, je suis parti au Mans en colocation avec Roméo Leurs. Et donc ça permet de faciliter l'alliage entre les cours et le sport auto. Ok. Alors, on revient un peu à la vie de pilote. On sait tous, alors il y en a que c'est pas du tout le cas, mais la plupart des pilotes ont des petits rituels d'avant-course. Et je voulais savoir justement si tu en avais un déjà, et si tu en avais plusieurs, est-ce qu'il y a des choses un peu bizarres que tu fais, et que quand on te voit faire ou si on t'imagine faire, on te dit mais pourquoi il fait un truc comme ça? Est-ce que... Enfin, je sais qu'il y en a qui font des trucs, parfois ils ont besoin de toucher la roue avant gauche, je sais pas quoi, pour dire qu'il va faire une bonne course. Est-ce que toi, tu as des petits rituels comme ça un peu particuliers? En fait, mon rituel, il commence dès l'échauffement. Je fais tout le temps pareil à l'échauffement, jusqu'au moment où je vais aller à la voiture, où je vais me casquer. Et après, j'ai toujours mes petits rituels. Dès que je mets mes gants, il faut que je fasse toujours les mêmes mouvements. Ok. Je fais toujours un petit étirement à toucher mes 2 pieds, me redétendre. Je monte toujours du côté gauche de la voiture. Et d'abord, je pose mes mains sur la halo, je me descends et je remonte. Ok. Et après, j'ai toujours ma manière de redescendre dans la voiture. Et une fois que j'ai fait ça, c'est bon. Ok. Et donc, si tu fais pas ça, s'il y a une étape qui Oui. manque... Non, il faut tout faire correctement. Sinon, c'est pas bon. Et puis même, il faut pas que je sois dérangé dans ces moments-là. Ok. Focus. Okay. Ça marche. Ok. Que Enzo, peut-être qu'il peut être pas loin pour... Même, il savait que dans ces trucs, il était là à l'échauffement l'année dernière. Ok. Mais dès que ça rentrait dans la voiture, il venait juste après, une fois sanglé, quoi. Ok. Alors, est-ce que tu as un pilote que tu admires, ou en tout cas, enfin, tu nous as parlé de Max Verstappen juste avant, mais est-ce qu'il y a, suite à justement tes débuts de pilote, tes premières saisons de F4, de karting, est-ce que ton regard a changé justement sur certains pilotes ou certaines actions dans le sport auto, où tu te dis, ah ouais, ça en fait je me rendais pas compte, mais maintenant que je roule, en fait ce qu'il a fait là c'est un truc de malade, ou tu vois, est-ce que ton regard a évolué un peu justement par rapport à ça?
Le truc, c'est qu'il a évolué justement dans le sens de Max. Ok. Parce que quand je suis arrivé en monoplace, j'ai vu à quel point c'est difficile de s'adapter. Bien sûr, c'est de mieux en mieux. Je sais que maintenant, ma capacité d'adaptation, elle est beaucoup plus grande que quand je suis arrivé ma première fois en monoplace. Mais même de changer de voiture, de conditions à chaque fois. Et puis les dépassements qu'il fait. Je pense qu'il y en a un qui m'a vraiment impressionné, c'est à Imola, quand il passe Piastri à l'extérieur. C'est plein de choses comme ça qui montrent qu'il a une capacité soit de dépassement, d'agressivité impressionnante. Et puis surtout, c'est le fait que tous les pilotes le craignent. Ça, c'est vraiment, on va avoir cette réputation tous d'être le pilote agressif, le pilote qui prend des risques, le pilote qui va vite. Et je pense que lui, il a tout ça. Certes, des fois un peu trop, et des fois ça peut être un peu controversé. Mais je pense que c'est vraiment la personne qui m'a le plus impressionné, surtout une fois que j'avais fait mes premiers résultats ou mes premières impressions dans une voiture de course. C'est vraiment celui qui m'impressionne le plus, je pense. Ok. Puis ouais, en plus, lui, il a une carrière assez spécifique en monoplace. Enfin, il a gravi les échelons très vite. Il n'a même pas fait de F2 ou de GP2 à l'époque. Ouais. Et il a une capacité d'adaptation, c'est vrai, qui est assez impressionnante. Alors justement, on va faire la transition avec ton année, cette année de Freck. Donc tu roules en 2026 pour l'équipe Hard Grand Prix, qui est une équipe légendaire, on va dire. C'est un top team depuis longtemps dans toutes les catégories monoplace. Quand tu as signé ton contrat, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier, ou alors tu étais vraiment tellement concentré sur déjà ce que tu allais devoir faire, la performance, etc., que c'est passé un peu à côté l'émotion, ou tu as ressenti un peu quelque chose en allant chez eux? Je dirais qu'il y a un peu des deux. Si on regarde les derniers champions de F4 France, ils allaient tous chez Hart en Freck, ou en Freca anciennement. Moi, ça s'est fait sur le tard quand même, très tard, parce que j'ai signé mon contrat 2 semaines ou 1 semaine avant les premiers collectifs tests. Mais honnêtement, c'était un peu, une fois que j'avais signé le contrat, c'était un peu la libération, parce que je savais que si je gagnais le titre, il y avait de grandes chances que j'allais chez Hart en Freck. Donc voilà, c'était fait. Et après, j'étais quand même, comme je l'ai dit, vu que c'était quand même très proche des collectifs tests, j'étais concentré sur le job qu'il fallait que je fasse là-bas, prendre des informations pour les premiers meetings. Mais j'ai eu quand même pendant une journée ce petit truc de « allez, c'est fait ». Moi, quand même impressionné, même quand on voit les locaux, ils ont à chaque fois les tableaux de tous les pilotes qui sont passés par cette équipe. Et honnêtement, quand on voit les grands champions, il y a du Seb, du Sébastien Vettel, du Lewis Hamilton, donc honnêtement, que des très grands champions. Et maintenant, il faut travailler dur avec cette équipe pour essayer d'avoir les mêmes carrières que ces grands pilotes, et puis surtout de gravir les échelons de la monoplace. Et alors, quand tu as roulé en collectif test, c'était la première fois que tu testais cette nouvelle voiture, la Freck? Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué tout de suite lors de tes premiers tours de roue par rapport à ce que tu connaissais de la F4? Est-ce qu'il y a un aspect de la voiture qui t'a impressionné d'entrée de jeu? Déjà, j'avais roulé avec l'ancienne formule régionale, la Freca du coup. Et là, j'ai roulé en mars la première fois avec la nouvelle Freck. Honnêtement, pas une grande différence. Il y a quand même plus d'aéro, donc au niveau du coup, on sent qu'on prend un peu plus de G. Mais pas une grande différence, parce qu'on l'a vu sur le rythme. D'entrée, j'ai réussi à avoir un bon feeling avec la voiture. Certes, il faut continuer à travailler pour la comprendre de mieux en mieux, mais j'ai rapidement su la pousser à un bon niveau, pas forcément à la limite dès le début, mais quand même à un rythme assez solide. Donc il n'y a pas grand-chose qui m'a forcément impressionné. Il y a quand même un peu plus d'aéro, plus de puissance moteur, mais ce n'est pas très impressionnant en passant de la F4 à la formule régionale. Ok. Et alors pour cette saison, quels sont, parce que tous les pilotes se fixent des objectifs, d'ailleurs ça peut être des objectifs chiffrés en termes de résultats ou d'autres types d'objectifs. Et toi, quels sont tes objectifs chiffrés pour cette saison, pour cette première saison de Freck? Chiffré, honnêtement, j'en ai pas vraiment. Le but à court terme, c'est d'aller en F3 FIA. Okay. Et après, du coup, il faut faire un peu une corrélation. On sait très bien que si on est en dehors du top 10, jamais je vais aller en F3 FIA. Parce que voilà, il faut montrer qu'on vaut mieux qu'en top 10. Après, ouais, je pense que vu le niveau qu'il y a, je pense qu'un top 7, top 5, c'est un très gros résultat.
Mais je prends plus pour le moment les meetings un par un. Ok. Et après, je verrai. Mais bon, forcément, on se fixe un peu un objectif de top 7, top 5. Mais le but, c'est de progresser constamment et d'aller chercher des résultats solides, si c'est possible maintenant, dans les prochains meetings, ou alors en fin de saison, milieu de fin de saison, quoi. Ok. Et après la F3 FIA, j'imagine, les objectifs, ça reste Ouais, le plus loin l'objectif, possible. c'est la F1, honnêtement. Ouais. Après, dès qu'on rentre un peu dans le bain, la F3 FIA, on est en même temps que la F1 sur toutes les courses, donc c'est un peu le grand bain. Et c'est déjà un objectif à court terme. Et après, le but, ce sera forcément d'évoluer jusqu'à la Formule 1 si c'est possible. Mais je sais que c'est très compliqué, il faut que toutes les étoiles s'alignent, pas que sur la performance, mais sur tous les aléas qu'il y a un peu à côté. Donc voilà. Le but, d'abord, je me concentre sur ma saison de freak. Après, espérer, essayer d'avoir un baquet en F3 FIA, ce serait juste exceptionnel. Mais on va voir comment va se passer mon futur. Ok. Écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite. On va terminer avec un petit jeu qui s'appelle le jeu Top 3, sans réfléchir. Ouais. Donc il va falloir que tu donnes tes top 3 sur certains sujets. Allez, on commence tout de suite. Le top 3 de tes circuits préférés. Spa, Macao, Dijon. Ça. Top 3 pour toi des meilleurs pilotes de l'histoire. Max Verstappen, Sebastian Vettel et Michael Schumacher. Ok. Top 3 des objets que tu emportes toujours avec toi lors d'un week-end de course. Mes affaires de pilote, mes affaires pour m'échauffer et mon père. Ok. On salue Marc d'ailleurs. Et top 3 des choses qui t'énervent quand tu fais une course. Les pilotes qui se décalent au frein, les pilotes beaucoup trop agressifs et qui font des assassinats un peu. Et ouais, je pense que c'est tout. Et les pilotes qui sont en drapeau bleu et qui se laissent pas passer. Ok, et on en a terminé avec ce jeu et puis on en a terminé aussi de ce moment ensemble, Alex. Donc écoute, un grand merci, c'était génial de partager ça. On t'a suivi l'année dernière sur Trax et puis on va continuer de le suivre sur les prochaines courses de Freak et surtout on te souhaite tout le meilleur déjà pour cette saison, pour la suite de ta carrière. On va continuer nous de te suivre, on est super fiers de t'avoir dans l'équipe Trax des ambassadeurs. Donc encore merci pour ta confiance. Et puis on te dit à très vite, c'est bientôt ta prochaine course, non? Ouais, ma prochaine course à Zandvoort la semaine prochaine, suivie de Spa juste après. Okay. Donc 2 meetings importants. Et voilà, ça va s'enchaîner, donc il va falloir faire 2 belles courses, essayer d'aller chercher un maximum de points et de continuer de progresser. Ok. Et écoutez, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et on vous donne rendez-vous très vite sur trax.club, puisque trax.club c'est la plateforme de référence du sport automobile. Vous allez retrouver toutes les informations pour suivre les courses, pour suivre les pilotes comme Alex, retrouver tous leurs palmarès, tous leurs résultats de la saison à venir. Vous pourrez suivre tous les horaires de course sur lesquels il est engagé, tous les live timings, les vidéos. Donc tout est résumé sur trax.club. C'est vraiment l'endroit qui facilite l'accès au sport auto, aux catégories et à vos pilotes préférés. Donc inscrivez-vous, c'est gratuit et on vous donne rendez-vous très vite sur les réseaux et sur trax.club pour plein de nouveautés à venir. Salut, à bientôt. Salut à tous. Salut Alex.